au secours, mes collaborateurs prennent pas d'initiative, comment je fais? C'est une question super large, dit comme ça. Je vais la traiter sous un angle bien particulier, c'est-à-dire que je vais évincer certains cas. Déjà, je vais faire la distinction, est-ce que mon collaborateur veut pas ou est-ce qu'il ne peut pas? Parce que ne pas vouloir, c'est une chose. Moi, je vais prendre le principe, tiens, peut-être que dans le contexte dans lequel il évolue, la culture et l'environnement professionnel, peut-être qu'il ne peut pas. Je vais évincer aussi les facteurs individuels, à savoir les gens qui sont plus proactifs que d'autres, plus inventifs que d'autres, plus compétents que d'autres. Donc ça joue aussi. Ça aussi, je mets ça de côté. Pour vraiment me concentrer sur l'environnement, qu'est-ce qui fait que, dans l'environnement, mon collaborateur ne peut pas prendre d'initiative? Et je vais faire référence très simplement au modèle tayloriste qui est encore à la base de pas mal de nos croyances et de nos organisations. À savoir, le mec qui est sur la ligne d'assemblage, qui met un boulon à tel endroit, il sait pas pourquoi il le met, tout ce qu'il sait c'est je dois mettre le boulon comme on me l'a dit. Comprendre, il n'a pas de pouvoir de décision, et en plus de ça, au niveau information, il n'est pas censé comprendre quoi que ce soit sur l'environnement, à part je prends un boulon, je le mets là, et c'est fini. Et ça joue énormément dans nos organisations actuelles. Et je voudrais creuser ce facteur-là avec vous. Je parlerai du pouvoir de décision dans une autre vidéo. Dans celle-là, je vais me concentrer sur l'information, parce que ça me semble vraiment un truc crucial dans la possibilité de prendre des initiatives. Pas d'information, ou peu, ou de la mauvaise information, ça empêche, à mon sens, de comprendre ce qui se passe autour de soi, et donc d'avoir les billes qui permettent d'y répondre et de prendre des initiatives. En fait, l'information, c'est devenu une monnaie en entreprise. Voilà, je sais certaines choses, et donc j'ai du pouvoir sur les gens qui ne le savent pas. Un truc très étrange par exemple, mon frère était directeur de magasin pour une grande chaîne, il avait accès à certains indicateurs pour son magasin, mais pas tous. Genre, bon, il pouvait savoir combien il faisait de chiffre d'affaires, mais il pouvait pas savoir combien il faisait de marge. Il savait pas le prix d'achat des produits. Donc voilà, il se retrouve aux commandes quand même d'un navire qui est un magasin, et pourtant il ne peut pas mesurer la performance de son navire parce que la hiérarchie ne lui donne pas les indicateurs qu'il faut. Quelqu'un d'autre avait dans ses mains les indicateurs là, mais voilà, c'est pas à lui sur le terrain de pouvoir juger la performance de son propre navire. La grande question c'est pourquoi? Enfin, je veux dire, ça coûte rien de donner l'info, concrètement. Moi j'y reconnais un bout de modèle tayloriste, c'est-à-dire qu'on donne aux gens le minimum d'informations par rapport à ce dont ils ont besoin. Et pourtant, dans l'exemple que j'ai pris, la chaîne y perd. Ce qui est intéressant pour la chaîne, c'est de faire un max de marge, pas de chiffre d'affaires. Donc du coup, pour pouvoir faire un max de marge et savoir qu'on l'a fait, c'est bien de pouvoir la mesurer, d'avoir l'info comme quoi je fais de la marge aujourd'hui. Donc ça me questionne. Voilà. Il y a un bouquin qui s'appelle The Great Game of Business, qui parle d'une entreprise qui a été rachetée par ses salariés. Donc c'est écrit par le patron de la boîte en question après le rachat. Et c'est super intéressant parce que ça dit que pour qu'ils puissent s'approprier la boîte et les décisions qui vont avec, la première chose qui était mise en place, c'était de rendre public tous les indicateurs de la boîte. Enfin, pas public à l'extérieur de la boîte, mais en tout cas à l'intérieur de la boîte, que tous les indicateurs financiers de performance soient consultables par tous. Ce qui a aussi voulu dire éduquer les travailleurs à ce qu'ils puissent lire cette information et en tirer des conclusions utiles pour leur boulot. Alors, c'est une boîte qui a fait des super résultats, hein. Donc c'est une success story que je vous raconte là, qui est pourtant à contre-courant de la logique traditionnelle. Et pourtant, ça marche. Filer aux gens des infos, ça marche. Pourquoi on le fait pas? Dès que ça fait peur. Imaginez dans votre boîte ou celle de votre voisin, votre cousin ou peu importe, imaginez que tous les salaires soient connus de tous. Qu'est-ce qu'il y aurait comme problème si on révélait à l'intérieur de la boîte les salaires de tout le monde? Il y aurait peut-être des problèmes. Mais justement, c'est peut-être parce qu'il y a des inégalités et des choses pas très claires, pas forcément super éthiques, tout ça, qu'il ne faut pas le dire. Ça questionne dans quelle mesure c'est une bonne chose ou pas une bonne chose. Peut-être qu'une organisation serait plus saine pour tout le monde si l'information là sur les salaires était publique. Si au moins on sait, voilà, mon voisin qui fait la même chose que moi, il gagne 2 fois plus que moi. C'est bizarre quand même. Oui, ça crée des tensions. Et en même temps, ça permet peut-être, une fois que ces tensions sont résolues, qu'on a fait ce qu'il fallait, d'assainir le terreau global. Donc ouais, je voulais vous parler des salaires parce que c'est un bon exemple de cas sur lequel il y a culturellement une bonne réticence à rendre l'information disponible. Du coup, le modèle classique que j'ai l'impression de constater autour de moi, c'est plutôt quelque chose comme toute l'information est privée, c'est-à-dire elle est accessible par personne, sauf ce qu'on veut bien nous donner. Donc l'exception, c'est qu'on te file l'info, grosso modo. Moi, j'ai envie de vous proposer un modèle qui est l'inverse de celui-là, qui est, par défaut, toute l'information est partageable. Sauf exception. Quand je pense exception, je pense aux conversations privées, aux vos mails, trucs comme ça, qui sont de l'ordre du privé. Mais voilà, que les informations nécessaires pour le boulot soient accessibles par tout le monde. Qu'on ne contrôle plus qui devrait avoir accès à quoi. Et ça peut changer vachement la donne. En fait, ce qui manque souvent, en tout cas selon moi, pour que les gens puissent prendre des initiatives, c'est une vision globale. À savoir, ok, il y a mon taf, genre je mets un boulon sur la ligne d'assemblage, je mets un boulon là, mais à quoi ça sert? Ça a un impact sur qui? Ça vient d'où le boulon? Bref, et ça c'est un truc qu'il n'y a pas trop dans nos organisations classiques. La vision globale, ouais, pas trop.
Dans ce bouquin-là, ils parlent entre autres d'un cas où ils ont incité les gens à avoir une vision globale sur un navire de guerre américain. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé aux marins de devenir en quelque sorte des guides touristiques du navire pour pouvoir expliquer aux personnes qui venaient visiter ou aux nouveaux arrivants où est quoi, comment ça marche, qui fait quoi et tout ça. Et ils se sont rendus compte que ça avait eu un impact très très positif sur la performance, sur la compréhension globale de pourquoi je fais ce boulot-là. Du coup, si je reviens sur l'exemple que je disais sur une chaîne d'assemblage où le type met un boulon, s'il a plus de connaissances de son entourage, il peut comprendre, tiens, le jour où j'ai plus de boulon, je sais où en chercher, je sais où en demander différemment, je sais quel ingénieur je vais voir, peut-être pour qu'il me dise qu'est-ce qu'on peut mettre comme substitut à la place. Bref, il y a des possibilités d'initiative, parce que juste il comprend son environnement, qui sont autres que j'attends que mon chef me dise quoi faire. Un autre aspect important d'avoir cette vision globale, c'est que les gens puissent comprendre l'impact de leur boulot sur les autres. Quand quelqu'un du service achat fait des économies sur des produits d'entretien, il en trouve des moins chers, et que donc on le félicite pour ça parce qu'il a fait gagner de l'argent à la boîte, et qu'après sur le terrain, les personnes qui font le ménage sont bien embêtées parce que ça marche beaucoup moins bien, c'est typiquement un cas où c'est parce que c'est cloisonné que ça paraît génial d'un côté et pourri de l'autre, mais que s'il y avait une circulation d'informations, que si le type qui achète les produits savait ce que ça fait sur le terrain et qu'on pouvait venir râler quand ça marche pas, ça serait pas la même. L'idée de comprendre les enjeux de ce qu'on fait par rapport aux autres personnes de la boîte ou aux clients, ça permet vraiment une grande responsabilisation. Je vais avoir un retour de ce que je fais, qui n'est pas forcément celui de mon chef, mais qui est, suite à ma décision d'aujourd'hui, ces personnes-là ont leur travail beaucoup plus compliqué. Mince. Ou alors ces personnes-là bossent mieux grâce à ce que j'ai fait. Ok. Chez Avis, dans les années 50-60, quand ils étaient numéro 2, tout le monde passait 2 jours par semaine au guichet, même les chefs. Et donc, grosso modo, tu prends une décision de merde quelque part, et tu vas te la taper sur le terrain et voir que c'est une décision pourrie. Et ça, je trouve ça génial comme mode de management, en tout cas. C'était très clair, tu pouvais pas faire n'importe quoi sans en avoir aussi les répercussions. En conclusion de cette vidéo, j'aimerais encore une fois insister sur un des mécanismes qui permet l'autonomie et la prise d'initiative, c'est l'information. Le fait qu'il y ait une vision suffisamment globale du périmètre autour de notre boulot, ou de notre boulot en général, et en même temps qu'on ait l'information accessible. Alors oui, ça soulève d'autres questions de l'ordre de est-ce que j'ai le droit ou est-ce que j'ai le pouvoir de faire ça? Et ça sera l'objet d'une future vidéo.